Bonsoir à tous, bienvenue en direct dans Instant Court. Nous sommes au Festival international du court-métrage et nous nous retrouvons pour cette deuxième émission après la première hier. Un riche programme aujourd'hui, un très chouette programme. On va notamment vous reparler de l'Electric Palace, on vous l'avait promis, avec Mehdi en plateau. Merci Mehdi d'être encore présent. Vous pourrez d'ailleurs retrouver certaines de ses critiques dès ce soir sur notre site internet. Et pour cette deuxième émission, nous avons le grand plaisir de recevoir en plateau deux réalisatrices. Ce sont les réalisatrices du film City Plaza Hotel. Bienvenue sur notre plateau, Anna et Violetta. Merci d'être avec nous pour nous parler de votre court-métrage en compétition au Festival du court-métrage à Clermont-Ferrand. Très heureux de vous retrouver. Vous savez que vous pouvez réagir sur Instagram, sur Facebook, bien sûr, à nos directs. On va discuter de ce film parce qu'on est là pour ça. On est là pour vous parler cinéma. On est là pour mettre à l'honneur le bon cinéma, mais aussi le court-métrage. On va regarder tout de suite le trailer de ce court-métrage. Vous allez voir qui donne un petit peu le ton, en tout cas l'atmosphère dont on va parler dans quelques instants. Donc voilà pour ce trailer donc, du film City Plaza Hotel. Est-ce que déjà vous pouvez nous en parler un petit peu de quoi ça parle ce film ? Bon, déjà je voudrais vous dire que ça c'est pas les trailers, c'est juste les premières minutes du film. Exactement. On n'a pas encore les trailers. C'est marqué comme tel, mais c'est vrai, oui, tout à fait. Exactement, on fera un trailer bientôt. Et le film on l'a tourné en Grèce, il y a 2 ans déjà. Et c'est sur une fille de 12 ans qui devient un peu une femme dans cet espace en tant que réfugié. Parce qu'il vient d'Afghanistan. Et ils font la route des migrantes. Mais ils n'arrivent pas à partir ailleurs dans une autre ville. Et du coup, ils restent dans des visas très précaires en Grèce. Et nous, on a essayé de montrer comment c'était sa façon de vivre, ses joies, sa façon de s'exprimer, comment montrer sa vie là-bas. Et voilà. Donc là, on est sur quelque chose quand même, on est dans du documentaire. Hein, là. Oui, en fait, on est au croisement entre documentaire et fiction. Je pense que ça sent aussi dans le film parce que moi, à la base, je viens de la fiction, alors que Violetta, elle vient plus du documentaire. Et comme on a fait le film ensemble, on s'est dit, OK, comment on peut marier documentaire et fiction qui normalement sont très opposés, mais comment le faire ensemble. Et en fait, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment de rencontrer une fille afghane dans sa vie de tous les jours, mais en même temps, avec la fiction, raconter ses sentiments, ses émotions, son monde intérieur, ses rêves, ses cauchemars, tout ce que est vraiment à l'intérieur d'elle. Et ça, on a fait grâce à la fiction. Je vous laisse avec Mehdi qui a quelques questions. L'intérêt, c'est aussi d'enclencher une discussion. Et puis, si sur Facebook, vous avez des réactions, n'hésitez pas également. Nous essaierons de les prendre avec vous. En tout cas, merci pour votre film. C'est vrai que l'approche entre fiction et documentaire est très intéressante. Et ça se ressent dès la première minute du film qu'on vient de voir d'ailleurs. Moi, j'avais d'abord une question, c'est que on vous sent très intégré dans cet hôtel, comme si vous étiez un peu invisible. Est-ce que c'est parce que vous avez passé beaucoup de temps dans cet hôtel-là avec ces gens-là, ou est-ce que c'est
le dispositif fictionnel qui vous permet d'être un peu invisible avec un petit peu de mise en scène, ce genre de choses. Oui, bon, déjà, nous avons rentré à l'hôtel. On a resté dans l'hôtel pendant un mois. Et nous voulions tout le temps partager avec eux, mais c'était très difficile à la base parce que c'était un squat. Et les gens ne voulaient pas que ce soit filmé, faire des interviews. C'était vraiment comme ça. Nous avons eu besoin de gagner la confiance des gens. Et on a passé beaucoup de temps à discuter. Hein. Et finalement, on a rencontré cette fille quand on faisait un workshop de théâtre. Et on a dit oui, bien sûr, c'est elle. Finalement, la famille, elle a voulu... Elle a accepté être filmée. On a passé tous ensemble dans la même chambre pendant un mois à peu près. Et c'est comme ça, je pense qu'on a réussi à avoir cette sensation d'être très proche. Et j'avais une autre question, elle est assez simple, on doit souvent vous la poser, mais c'est toujours intéressant de savoir d'où vient un film. Comment vous est venue l'idée, en fait, tout simplement, de tourner ce film-là dans cet hôtel-là? Est-ce que c'est un sujet, le sujet des réfugiés que vous travaillez déjà depuis un moment? Comment c'est venu, en fait, tout simplement? En fait, on se rappelle très bien, c'était il y a 2 ans maintenant, on était à Paris toutes les deux. Et on s'est dit, waouh, il y a tellement de gens qui arrivent de partout, mais la couverture des médias est très alarmiste. Vraiment, genre, il y a des ondes, des vagues de gens sans visage qui arrivent et nous inondent avec leur présence. C'est la masse qui est traitée dans les médias. Exactement. Et alors, on s'est dit, on était dégoûtés de ça. Et en plus, nous-mêmes, on est migrantes. Parce que Violetta, elle est chilienne. Moi, je suis allemande d'Argentine. Nos parents, ils ont vécu dans des pays où il y a des dictatures militaires. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont fait qu'on s'en sentait très touchés aussi personnellement par cette histoire. Et on voulait raconter ça. Alors, on est parti à l'aventure. On a vu qu'en Grèce, il y a cet hôtel City Plaza. On s'est dit, OK, on y va. On s'installe pendant un mois et on va faire ce film. Un petit mot peut-être sur l'esthétique du film. On n'a pas l'habitude de voir des films aussi travaillés sur le plan de l'esthétique dans du documentaire. Je pense que vous devez ça beaucoup à la fiction, mais comment vous avez pensé visuellement le film? Est-ce que ça s'est fait sur l'instant ou est-ce que vous aviez en tête des références sur la manière de raconter l'histoire de cette petite fille, un petit peu l'intérieur de cette petite fille, comme vous le dites si bien? En fait, les documentaires en général, oui, c'est vrai que c'est un traitement un peu plus direct. Et dans les médias, on voit beaucoup des images très, très moches, très pas fins, pas avec la sensibilité, beaucoup de ces statistiques. Finalement, les migrants deviennent des numéros. Et nous, on voulait vraiment travailler l'intérieur d'un personnage. Et c'est pour ça qu'on a décidé de trouver une façon, une esthétique, une sensation de la fiction. Et c'est juste que la fiction a décidé elle-même comment on devait filmer, la couleur bleue, les petits détails, les étoiles qui sortaient parfois. C'était juste la fiction qui nous a montré ce qu'on devait faire pour montrer notre sentiment. Alors, vous êtes à Clermont-Ferrand, mais après, vous allez aller à Berlin. C'est quand même une chance d'être à Clermont-Ferrand sur le plus grand festival au monde de court-métrage, puis après d'aller à Berlin. Comment vous vivez ça? En fait, évidemment, on est très heureux parce que je pense qu'en fait, c'est une grande chance de pouvoir faire ça. Il y a tellement de beaux films partout et à la fin, être sélectionné, c'est génial. Et en fait, ce qu'on essaye surtout de faire avec ce film, c'est d'aider la famille de Chinos, de la protagoniste de notre film, puisque maintenant elle vit à Bremen. Elle est dans un foyer pour jeunes enfants réfugiés, mais elle est toute seule, elle est sans sa famille. Sa famille, elle est restée en Grèce, ses parents, ses frères et sœurs. Et maintenant que le film il a la visibilité, autant à Clermont, à Berlin, on essaie vraiment d'aider la famille parce qu'on se sent très honoré que la famille nous a ouvert les portes dans une situation si difficile de vraiment partager une chambre toute petite avec nous tous les jours.
Et on est toujours en contact et on se parle et on est en contact avec Chinos qui est à Bremen. Et on essaye de trouver des moyens, surtout par les associations, peut-être un avocat en Grèce, quelqu'un qui peut nous aider pour faire cette réunification familiale. Parce que Chinos, elle est vraiment très très triste d'être séparée de sa famille. Même si ça se passe bien en Allemagne et elle parle super bien allemand déjà, c'est impressionnant. Vraiment, je parle maintenant avec elle en allemand et je dis « Waouh, c'est toi, Chinos !» Et elle est géniale. Mais quand même, c'est dur d'être aussi longtemps sans ses parents et sans ses frères et sœurs. Alors, cet hôtel en Grèce, il a ouvert donc, le 22 avril 2016. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que c'est quand même, vous avez dit, c'est à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, mais là on est dans quelque chose de vrai et peut-être une belle action d'une certaine manière. C'est quelque chose de beau. Oui, en fait, nous avons connu l'hôtel avant, tous les deux pour différentes raisons. Et on disait, waouh, mais c'est incroyable, c'est un squat hôtel que c'est géré absolument pour les réfugiés de Syrie, Afghanistan, Pakistan, Kurdistan, il y a tout. Mais il n'y a pas d'ONG dedans, il n'y a pas des assos, c'est vraiment eux-mêmes qui travaillent dans l'hôtel pour eux-mêmes. On disait, waouh. Mais et après, on savait aussi que c'était full locket parce qu'il n'y avait pas la place. Et si jamais les réfugiés ne travaillaient pas dans la cuisine, à faire les ménages, ils s'étaient virés pour que des autres familles rentrent. Parce que c'est mieux d'être là que dans les champs des réfugiés, bien sûr, qui sont à l'intempérie, avec beaucoup de problèmes pour les femmes, pour la sexualité, c'est super compliqué, etc. Dans l'hôtel, c'est un peu plus protégé. Mais une fois qu'on est arrivé, on s'est rendu compte que c'était un... Comme tu dis, parche. Bon, un pansement. Oui. Ça. Oui. Et, parce que finalement, les gens attendent partir ailleurs. La Grèce, ce n'est pas un endroit pour rester. Ils ont des visas, comme j'ai dit, c'est très précaire de 6 mois. Il n'y a pas de travail là-bas. Et tout le monde attend partir. Et il y a beaucoup de angoisses chez les migrants parce qu'ils ont des futurs incertains. Je raconte toujours, mais une fois, on avait une fille qui voulait se jeter dans les balcons. On l'a pris dans les bras. Mais c'était vraiment des expériences très, très extrêmes. Et c'était la chance, en fait, qu'on était ensemble pour les faire parce que sinon, c'était très, très difficile à travailler dans un endroit comme ça, avec beaucoup de bruit. C'est très... Oui, comme ça. Alors, c'est... Finalement, dans ce film, il y a aussi toute cette question de l'angoisse qui, je trouve, est bien rendue. On la ressent bien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Comment vous avez cherché à rendre ça dans votre film, cette angoisse qui nous suit et qui nous prend un petit peu en tant que spectateur également du film? C'est en fait ça qui est sorti à la fin. Je ne sais pas si c'était vraiment avec quelque chose qu'on a pensé en amont, parce qu'il y a quand même aussi le côté documentaire. Et en fait, nous, on était allés, comme Violetta a dit très bien, avec beaucoup d'enthousiasme, en disant « Waouh, cet hôtel, c'est génial, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de vie. Les gens qui vivent là-bas aussi sont autogérés, c'est-à-dire ils sont forts. C'est pas des gens qui vivent dans les camps, c'est des gens qui gèrent eux-mêmes la cuisine, tout. Alors, on était venus avec une image très positive, en fait, à l'hôtel. Mais quand on a passé les jours, on s'est rendu compte, OK, c'est vrai, c'est génial que chaque famille a une chambre. C'est génial qu'en fait, on a à manger, qu'il y a une certaine sécurité. Mais en réalité, c'est vraiment un limbo, dans le sens où ils savent pas où ils vont aller, combien de temps ils vont rester. Il n'y a pas de futur, c'est comme un espace et un temps suspendu comme ça, avec toutes les histoires de guerre, d'angoisse, d'où tu viens. Alors, en fait, c'est ça qu'on a vu en Chinos dans notre personnage principal, qu'elle était... c'est une jeune fille qui devient femme, qui devient adolescente, qui essaie de se regarder dans le miroir, qui se met le rouge à lèvres et tout ça. Mais en même temps, elle a toute cette histoire en elle très forte. Et je pense que c'est juste notre vécu qu'après, c'est visualisé dans le film. Oui, parce que le thème de l'adolescence aussi est lié. Hein, comment peut-on se construire dans ce contexte? Et au fur et à mesure du film, on a vraiment cette question qui arrive. Je pense que cette scène du rouge à lèvres, elle est très évocatrice. Elle est très belle, cette scène, d'une certaine manière. Mehdi? Oui, moi, pour sortir un petit peu du film et parler aussi de vous en tant que réalisatrice, est-ce que maintenant vous allez continuer sur cette voie du documentaire, sur cette même question? Est-ce que vous avez d'autres projets aussi après ce court-métrage documentaire?
Bon, moi, séparément, j'ai commencé un projet sur les problèmes d'eau polluée, de l'eau douce polluée au Chili. Et c'est un projet transmédia, il y aura un film, il y aura une installation aussi. Mais en même temps, on prépare des idées pour un prochain film ensemble, parce que vraiment, travailler ensemble, c'était un complément incroyable. Les gens disaient, on va se disputer, nanana. Mais en fait, non, c'était juste très très bien quand tu as un objectif, un projet en commun, ça marche. Puis ça permet aussi, quand les temps sont durs, d'avoir une personne qui est plus forte que l'autre, ou inversement, le travail à deux est gratifiant à ce niveau-là. Ouais. Oui, on fait un complément. complément, oui, oui, exactement. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre film. Oui, vous voulez un petit mot, rajouter quelque chose, non? Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que parce qu'on n'a pas. C'est vrai que, excusez-moi, on n'a pas parlé de vos projets à vous. Tout à fait. C'est secret, c'est ça? Non, c'est pas du tout secret. En fait, comme là, on a travaillé avec une petite fille, c'est vrai que je suis très touchée par les histoires de femmes. Et le prochain projet aussi, c'est une jeune femme en Argentine qui révolutionne son petit village. Voilà. On a l'idée. On a hâte de voir ça. Merci de nous avoir parlé de votre film. Hein. Mehdi va maintenant dans Chronique de cours. Vous pouvez rester, bien sûr. Va nous parler donc d'un film que visiblement tu as bien aimé, A priori sauvage. On va regarder la bande-annonce, peut-être dans un premier temps. Avec plaisir. Film qui t'a plu tout à l'heure, c'est ça? Oui. On regarde ça tout de suite. Donc voilà ce film A priori sauvage qui est en compétition. Vous l'avez vu ce court-métrage, non? Vous avez eu l'occasion d'en voir d'autres courts quand même? Oui, ouais. Déjà, et on a hâte de le voir encore beaucoup plus. Hein. Bon alors, A priori sauvage, Mehdi a adoré apparemment. Adorer, c'est peut-être un grand mot. C'est en tout exagéré. cas, ça m'a intrigué pour plusieurs raisons. Bon, déjà, pour résumer très rapidement le film, c'est un homme qui n'arrive pas à dormir et qui, du coup, erre dans les rues en Seine-Saint-Denis et est obsédé par une fouine qu'il n'arrête pas de voir passer dans le quartier. Et il se met donc du coup à se plaindre à la mairie et en disant que cette fouine l'empêche de dormir et qu'il faudrait bien faire quelque chose. Donc le film est assez étrangement construit dans le sens où les deux personnages principaux qui sont donc cet homme qui se promène la nuit et une médiatrice qui travaille pour la ville en Seine-Saint-Denis discutent de manière épistolaire. Du coup, ils s'envoient des lettres. On n'a jamais les lettres de cet homme-là, mais on a toujours la réponse de la médiatrice. Et au final, cette fouine-là leur permet de construire une relation qui aboutira à la conclusion du film. Et au final, j'en parlerai pas forcément ici. Mais c'était un film très original par sa forme, parce que pour le coup, ça ressemble beaucoup à du documentaire, alors que c'est de la fiction. Un joli travail sur le cadrage. C'est filmé vraiment comme un très beau documentaire. Et une originalité dans le scénario en fait, ce qui fait qu'on est immergé dans une histoire qui est totalement fictionnelle, mais pourtant on y croit à fond. Donc c'est ce que j'ai aimé, et c'est ce que j'ai aimé dans ce film. Ouais. Une fouine, c'est rigolo ça. Bah oui, une fouine. Donc on apprend plein de choses sur les fouines dans ce film-là. On apprend que les fouines ne sont pas une espèce dangereuse pour l'homme. Elles aiment beaucoup l'homme d'ailleurs, les fouines. Ça peut être un animal de compagnie, etc. Donc c'est assez intéressant. Je regrette peut-être dans le film un travail qui aurait été, je pense, qui aurait rendu peut-être le film un peu plus agréable sur la photographie. Parce que le film se voulant tellement réel, il n'y a quasiment pas de travail au niveau de la photo. Donc c'est très très naturaliste. C'est filmé, je crois, en numérique, probablement en numérique. Les scènes de nuit sont très très réelles, on s'y croirait, mais j'aurais peut-être aimé un travail un peu plus poussé au niveau de la photo, quoi. C'est peut-être ce qui est un peu regrettable sur ce cours-là. On recommande en tout cas. Bah, on recommande parce que c'est un peu un ovni. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, vraiment. Et je pense que ça laissera jamais quelqu'un différent. Et c'est pour ça qu'on est là à Clermont-Ferrand, c'est pour découvrir autre chose. Hein. Il y a ce côté-là, clairement,
On a beaucoup de plaisir de découvrir chaque année tous les films qu'on nous propose, très divers, très variés. C'est vraiment un pur régal pour les yeux et pour ce qu'on apprend également. Deuxième chronique de cours, on va vous faire découvrir le film Big Break, dont va nous parler Anna dans quelques instants. On regarde pareil la bande-annonce de ce court-métrage. Today they are announcing promotions in this office. So. Oh, yeah. Well, you're not getting one. I think I am. No, I think you're not. Phyllis showed me the list last week, and you are not on it. Wait, what? Phyllis showed you the list? Easy. Phyllis? Yeah, How does she get the list? she's the fucking secretary. She made the list. Are you sure? Are you sure I wasn't on like smaller to the bottom of the list? Like a different- footnote? Mm-mm. Are you sure? I am Did you sure. read the whole list? I The did. whole list. Yeah, Was there a second side? there was a second side. There And it was. was on the other side. Yeah, it was blank. Fuck. That's disappointing. Why didn't you tell me? Big Break, donc ce court-métrage dont Anna veut nous parler. Visiblement, Anna l'a bien aimé. Bonjour Anna. Oui, bonjour Evan, et bonjour à vous, pour le coup. Et oui, c'est un très très beau court-métrage, je dirais, réalisé par Philippe Andelman, très bien amené, et on suit en fait un quadragénaire qui perd vraiment tout le temps dans sa vie, donc on le suit. On dirait d'ailleurs un mélange entre docu et fiction, donc en fait ça rejoint vraiment votre film. Un peu, les lumières sont très très bien travaillées. Et donc, il y a ce jour fatidique, je dirais, où on se demande, un peu comme Truman Show, s'il va devenir finalement le héros de sa propre vie. Et j'ai beaucoup vraiment apprécié ce côté très très décalé du personnage et de sa situation vraiment dramatique à la fin, je dirais. On a choisi beaucoup de films un peu plus légers, un peu plus sur des notes légères, des sourires, des espoirs. Oui, Il y en a beaucoup cette année à Clermont. Oui, beaucoup, mais là, le twist final est vraiment pas, jovial, quoi. Parce que ça rappelle directement, je pense, un thème assez récurrent aux États-Unis, comme le port d'armes et les fusillades dans les bureaux, dans tout ce qui concerne un peu les bourses, tout ça. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le film? Qu'est-ce que t'as préféré? C'est l'esthétique, c'est le scénario, c'est quoi? Je pense que c'est un ensemble. C'est l'univers du réalisateur qui apporte vraiment sa touche singulière en termes de ce film. Enfin, il est très, comme je l'ai dit, très très bien construit et très bien amené par le point de vue d'un réalisateur qui veut justement être très efficace dans sa construction dans son quart d'heure finalement, je trouve. Merci Anna. Donc lui c'est pareil, hein, on recommande à ceux qui nous regardent d'aller le voir en séance. Je pense que c'est l'un de mes coups de cœur de ce festival, pour le coup. On espère qu'il y en aura d'autres et on espère que vous profitez de cette semaine à Clermont-Ferrand pour aller voir du court-métrage. On est allé à l'Electric Palace hier. Vous connaissez l'Electric Palace en parallèle du festival. Festival de musique qui a été créé par des étudiants. On en a rapidement parlé hier et on est allé les voir dans l'après-midi. On vous propose un reportage qui a été réalisé par Baptiste et Théo ainsi qu'Anouk hier soir à l'Electric Palace. On regarde tout de suite avec les organisateurs. Donc l'Electric Palace, c'est avant tout un festival de musique qui a la particularité d'être organisé par des étudiants et qui fête sa 10e année cette année, donc en 2019. L'organisation de cet événement culturel qui prend part en même temps que le Festival international du court-métrage, c'était voulu. C'est une semaine où la vie culturelle est particulièrement riche à Clermont-Ferrand. Et donc le but de ça, c'était de former des professionnels du secteur qui sont en études, mais aussi de compléter cet éveil culturel qui dure pendant 8 jours à Clermont-Ferrand. Chaque année,
année, c'est environ une vingtaine de bénévoles qui nous accompagnent et qui sont totalement essentiels. Et on essaie de faire en sorte de trouver des musiciens qui seront peut-être plus connus demain et qui feront des scènes plus importantes. Et donc on aurait la fierté de les accueillir avant tout à Electric Palace. On a vraiment eu la volonté de toucher un très large public. Voilà pour ce reportage à l'Electric Palace réalisé par nos équipes. Merci à eux. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Clément qui est à la réalisation et puis Anouk qui est derrière la table son également. Et puis nos deux cadreurs, Baptiste et Théo. L'Electric Palace, on y retourne toute la semaine. De toute façon, ça finit vendredi soir. Vous pouvez en profiter. C'est le off du Festival du court-métrage pour se détendre en soirée. On se retrouve demain donc, pour le 3e numéro d'Instant Court. On aura le plaisir de vous proposer évidemment de nouveaux contenus, nos nouveaux coups de cœur. Et puis profitez-en pour aller voir notre compte Instagram où nous publions du contenu exclusif tous les jours, notamment de magnifiques filtres sur Baptiste avec des flammes. Et ça, chez Spectre, on y tient. On se retrouve donc demain. Continuez à aller voir des séances au Festival du court-métrage. Merci à Anna, merci à Violetta donc d'être venue sur notre plateau nous parler de votre court-métrage. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter de remporter un prix ou alors c'est pas pour tout de suite? Non, c'est juste il faut que vous venez voir les films et essayer de faire que la famille vienne vivre à Bremen avec nous. Bon. Voilà. En tout cas, bravo pour votre très beau court-métrage. Et puis, bonne continuation. On l'a dit, vous êtes à Clermont, mais vous serez bientôt à Berlin. Merci à Mehdi, merci à Anna de nous avoir accompagnés pour cette chronique. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas, allez voir des films. Bonne soirée.